En direct des fêtes de la musique d'Iselle. Et rebonjour, c'est Geneviève avec vous pour Radio Sud, en direct de la fête de la musique à Iselle. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous Jacques de Pierrepont. Bonjour. Salut. Salut, effectivement. Alors nous avons la chance d'avoir un grand animateur belge de radio, qui a fait toute sa carrière à la RTBF, entre autres, qui est passé sur Pure FM, avec des émissions telles que Rock à Gogo, Show Rock sur Pure FM, Radio 21 par la suite. Il a commencé sa carrière, je pense, dans les années 70, et il est tout jeune pensionné depuis quelques mois. Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment vous êtes rentré... Comment vous êtes surtout passé du droit au journalisme dans un premier temps? C'est vrai, c'est un accident. Voilà. En fait, le premier accident, c'est de faire 2 ans de droit. Mais bon, à l'époque, on est en 68-69, on obéit à ce que souhaitent les parents. Donc, voilà. En l'occurrence, le droit. Parce que le droit égale le travail assuré, égale la sécurité d'emploi, et tchic et tchac et tchac. Bon, après 2 ans, et puis quand on a fait 6 ans de latin grec, c'est le chemin tout tracé, évidemment, en secondaire. Hein. Sauf que après 2 ans, j'en peux plus. Alors que pourtant, il y a quand même une série de choses, tout ce qui touche au droit international, à la criminologie, etc. J'aurais bien continué, mais tout ce qui touchait au droit romain, au droit familial, au droit civil, au droit de la propriété, m'embêtait profondément. Et donc... à l'époque, se créait une section de journalisme à l'ULB. Et il n'y avait pas de candidature, il n'y avait pas de baccalauréat, pour utiliser les mots d'aujourd'hui. Il n'y avait que la licence, il n'y avait que le master. En fait, on pouvait faire le bac, donc les candidats, le bac qu'on voulait, sciences éco, sciences politiques, philo, lettres, romanes, voire même polytechnique, etc. Et puis ensuite basculer directement dans le master de journalisme. Oui, voilà. Et j'ai fait ça parce que j'étais boursier, né de famille de 8, donc il n'était pas question pour moi de perdre une année en doublant. Je ne pouvais pas recommencer à zéro. Après 2 ans, je ne pouvais pas les perdre. Donc le seul moyen de ne pas perdre ces 2 années, c'était de basculer en master de journalisme. Et là, tout de suite, je me suis bien plu, je pensais d'ailleurs bien que ça allait me plaire, vu que c'est une matière, ça part dans tous les sens. Il y a un peu d'économie, il y a un peu de sociologie, il y a un peu de philosophie, un peu d'histoire de l'art. Il y a un peu de tout. Voilà. Oui, et le journalisme reprend aussi. Ce qui me plaisait bien. Donc je me suis retrouvé là tout de suite comme un poisson dans l'eau. Puis forcément, qui dit études en journalisme, je pense que la section existait depuis à peine 2 ans. Et venait d'en sortir des futurs grands noms comme Jean-Jacques Jespers, José Dubié, Hugues Lepage, qui se sont tous retrouvés à l'RTB 1 ou 2 ans avant moi d'ailleurs. Qui dit journalisme dit forcément stage. Donc stage en presse écrite, le soir en l'occurrence, stage en télévision, les premiers magazines de consommation à l'époque, et stage en radio. Voilà, et c'est vraiment le stage radio qui... j'ai flashé tout de suite, alors qu'au départ, je suis un grand timide, etc. Mais ça veut rien dire, en fait, parce que se retrouver derrière un micro, dans un studio, en fait, on parle aux gens, mais on ne les voit pas, donc c'est un côté pratique. Il y a beaucoup de timides qui se retrouvent derrière un micro. Beaucoup moins en télé. Là, je pense qu'il faut un ego quand même, et une assurance extravertie plus développée, quoi. Donc la radio, c'était parfait, mais bon, c'est pas arrivé comme ça, évidemment. Hein. Voilà, les études se terminent, on se retrouve au chômage, et là, moi j'avais vraiment décidé que ce serait à la RTB que je me retrouverais, et pas ailleurs, en tout cas en radio. C'est le premier choix, et deuxième choix, à la RTB. À l'époque, il n'y a pas 36 choix d'ailleurs, c'est la RTB ou RTL. Radio 21. Le service public, pas encore. Hein. Il n'y avait pas encore dans les années 70. Radio 21, né en 81. Voilà. Mais donc, il y a la RTB et RTL, donc le service public ou la radio privée commerciale. Et à la limite, c'est un choix presque idéologique, presque philosophique.
Donc, c'était la RTB. Bon, ben oui, ça, on n'y entre pas comme ça, clac. Donc, il faut patienter. En fait, j'ai même fait... C'est un luxe que je ne ferais sans doute pas aujourd'hui si j'avais 22 ou 23 ans en 2015. Mais j'ai refusé des boulots pour pouvoir rester disponible le jour où on m'appellerait. Et pour être sûr qu'on m'appelle, je repassais régulièrement là-bas, coucou, etc. Si vous avez besoin de quelqu'un, pendant les vacances, quand les gens sont partis en congé, voilà. Et un jour, drink, c'est parti comme ça, quoi. Oui, d'accord. Donc, et ça, vous avez commencé donc, dans les années 70. Et donc, oui. je suis sorti de l'ELB en 72 et je suis rentré à la RTB fin 74, quoi, 2 ans plus tard. Quoi. Oui, Voilà. donc avec beaucoup de chance. Comment mais d'abord, c'est pas boulot plein temps, hein, c'est des petits cachets, voilà, c'est des petites piges, oui, puis une pige suit l'autre, et puis il y a un premier test de journaliste culturel qui s'organise. Bon, je le passe, je le réussis. Ok, on a encore grappillé quelques points. Et en fait, en 76-77, là, je me retrouve à plein temps, quoi. Voilà. Quel beau parcours, déjà. Et pouvez-vous développer un petit peu votre parcours, justement, à la RTB ? Ah, alors là, c'est aussi une succession un peu de hasard. J'aime bien la comparaison, parce que j'adore les trains, avec une gare de triage, hein, avec plein d'aiguillages, quoi. Le cheminot qui est au volant de sa locomotive, avec les wagons de marchandises derrière, il ne sait pas nécessairement où il va. Devant lui, il y a les aiguillages qui font clic-clac, clic-clac. En fait, il y a un gars beaucoup plus loin dans une cabine qui dirige le train vers un endroit précis. Le boulot du cheminot, c'est de conduire la loco à une vitesse donnée, mais il ne sait pas, lui, d'avance, s'il va aller à gauche, à droite, au milieu. Bon. Mais vous aviez un objectif quand même, vous saviez déjà dans quel secteur... L'objectif, c'était, il était atteint, c'est d'être à l'RTB. Oui, mais pour y faire quoi? Maintenant, en radio, voilà. Effectivement, il y a 36... En fait, en 40 ans, j'ai à peu près tout fait en radio. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver. Sauf le jazz et la musique classique. D'accord. Voilà. Mais effectivement, j'ai commencé par plutôt du reportage dit de société, comme on dit. Ça va du fait divers jusqu'aux événements qu'on ne sait pas très bien classer. Donc on dit que c'est de société. Enfin voilà, c'est les rubriques un peu fourre-tout. Mais je m'occupais énormément. Je faisais vraiment beaucoup de reportages de terrain. Et ce qui me préoccupait, c'était vrai... Vous étiez, excusez-moi de vous couper, mais vous étiez aussi découvert de nouveaux talents. Vous alliez chercher dans les bacs des disques et des choses. Mais la musique, elle vient seulement après. Ça vient après, en fait. Donc c'est d'abord du reportage où c'est une forme de découverte aussi, puisque je vais vers des gens à qui on ne donne pas d'habitude le micro. C'est le paysan qui refuse de céder son terrain à l'armée en France au Larzac. C'est les opposants à la centrale nucléaire à Givet. C'est bon. Tous les gens qui n'ont pas l'occasion souvent d'exprimer ce qu'ils veulent et ce qu'ils font dans la vie. Et puis, de toute façon, moi, chez moi, j'étais fan de rock, mais j'imaginais pas que ma passion privée pourrait déboucher sur une option boulot. C'est en général ce qu'on fait le mieux. Mais c'est un peu... Et j'étais fan de BD aussi. Voilà, donc j'ai commencé à parler de bande dessinée dans l'émission Impédance de Pierre Guyot. Et puis, qui est une émission de rock. Puis à un certain moment, lui, il avait envie de passer à autre chose. Donc à ce moment-là, j'ai pris le relais. Enfin, c'est chaque fois... Les aiguillages se mettaient dans une position donnée. Donc j'ai fait... j'ai fait 1 an et demi de journal parlé. J'ai fait 3 ans d'émissions centrées sur des phénomènes d'évolution de la société. Et puis après, effectivement, gros basculement dans tout ce qui est les cultures dites underground ou les contre-cultures, comme on disait à la fin des années 60. Donc la BD, la science-fiction, le cinéma fantastique, et puis et le rock, voilà. Avec comme priorité les découvertes, oui, ça. Oui. Est-ce que vous étiez totalement libre de passer vos morceaux de musique dans votre émission Rock à Congo? Quasiment, oui. Oui, je pense en tout cas beaucoup plus libre que ne sont les gens aujourd'hui, puisque maintenant tout est découplé. L'animateur, il fait l'animation. Le programmateur, il fait les programmes musicaux. C'est pas la même personne. Voilà.
Il y a donc des bureaux de programmation. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Tout est découpé en petits morceaux. Le travail est devenu parcellaire. Il n'y a pas une personne. À l'époque, le producteur de l'émission en est l'animateur principal et le programmateur principal, et c'est aussi lui qui va lui-même chercher son café. Bon, voilà. Et donc, mais ça confère évidemment une liberté. Et la hiérarchie, elle est là juste pour surveiller grosso modo que tout se passe bien, quoi. Donc, elle n'est pas trop intrusive. Elle fait confiance à ses producteurs. Donc, de temps en temps, oui, il y avait une remarque qui tombait, Claude Delacroix qui téléphonait en disant « Jacques ou Pompon, j'ai failli me prendre un feu rouge. » Parce que je passais un truc hardcore, bien rentre-dedans. Bon. Et puis le lendemain, ça allait pas plus loin que ça, quoi. Je lui expliquais pourquoi j'avais passé ça, que c'était pas une folie de... Et puis hop, ça passait comme une lettre à la poste. Votre émission Rock à Gogo a quitté un moment l'antenne pour revenir, au point qu'il y a eu une pétition. Ça, oui, dans les années 90, voilà, justement. Je n'en sais toujours rien. Je pense que c'est un accident... un accident bureaucratique et personne n'avait, moi le premier, n'avait mesuré l'impact que ça... À la limite, j'ai envie de dire merci rétrospectivement aux gens qui se sont dit que finalement cette émission elle peut sauter. Ça devait être une question statutaire. J'étais journaliste, donc je pense que le fait que je fasse une émission de rock'n'roll, ça veut dire qu'il y avait un journaliste en moins pour les journaux parler et que donc il fallait me ramener dans le giron. C'est une histoire dans ce goût-là. Mais je leur dis merci parce que ça a déclenché un tel ramdam qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'impact réel de l'émission sur les auditeurs, mais aussi sur tout le milieu musical. Donc les musiciens, les producteurs, les gestionnaires de labels et de salles, tout le monde était sur le pont. Et ça, c'était... waouh. Voilà. Et justement, à propos de musique, on vous retrouve ici à la fête de la musique à Iselle, dans un rôle un petit peu particulier, celui qui est de présenter les différents artistes. Qu'en pensez-vous? Et c'est un exercice que vous avez l'habitude de faire? C'est un exercice que je fais depuis longtemps, une fois par an, au Festival de Dour. Voilà. Ah, d'accord, et depuis quasiment la naissance de Dour, depuis la 2e édition. Donc j'ai suivi vraiment tout le cheminement du petit festival qui devient grand et puis qui devient géant. Les évolutions musicales aussi au départ, c'est clairement un festival rock, puis comme tous les festivals d'aujourd'hui, c'est devenu un mélange d'électro, il y a même carrément maintenant une domination à partir de 20h des scènes électroniques sur le rock dit traditionnel. Donc oui, j'ai l'habitude de ça. Je suis pas trop fan parce que c'est pas... J'aime pas trop me montrer, mais bon, ça fait quand même des années que... On vous connaît. Voilà, de toute façon, le mal est fait, donc c'est pas grave. Mais non, ça fait des années que, en particulier, Greg, exilé à Bruxelles, mais qui est resté gommé dans l'âme et qui fait partie de l'organisation du festival, me disait, ce serait quand même génial. En plus, ta sœur, elle habite pas loin, là... En fait, j'ai 2 sœurs qui ont des liens forts avec la Gaume. Oui, puisque vous, à la base, vous êtes du côté d'Ottigny, Louvain-la-Neuve ou quelque part par là. Bruxelles, et puis depuis un certain temps, Ottigny. Et donc, une partie de mes liens familiaux sont ici. Et donc, Greg me disait, le jour où tu es disponible, ce serait quand même bien, année après année, voilà. Et jusqu'ici, ça n'a jamais pu se faire, parce que... parce qu'il y avait le boulot, parce qu'il y avait les émissions, parce qu'il y avait d'autres festivals où la radio, Classique 21 en l'occurrence, devait être, dont le Graspop, c'est moi qui m'occupais qui gérait l'équipe qui était au Graspop. Ce sont les mêmes dates, le Graspop et Iselle, c'est le même week-end. Donc ça n'avait jamais été possible jusqu'ici. Sauf que maintenant, je suis retraité depuis 3 mois, et donc évidemment, il y en a qui se sont opportunément